Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour ce webinaire en partenariat avec l'assurance maladie Risque Pro et la CARSAT Normandie. Donc, le CROSS Normandie soutient les associations sportives sur diverses thématiques, y compris sur les aspects de réglementation et des droits des salariés de la branche sport. Nous accompagnons donc, dans la mesure du possible, les structures employeuses à se professionnaliser et à se structurer sur notre territoire. C'est dans ce cadre que nous vous proposons aujourd'hui l'intervention de Laurent Lecoindre de la CARSAT Normandie. Les objectifs de ce webinaire sont donc de partager un constat de la sinistralité du champ du sport sur la région Normandie, d'identifier les principaux risques et comment prévenir et présenter l'offre de prévention déployée par l'assurance maladie risque professionnel. Bonsoir Laurent, comment allez-vous? Bonsoir à tous, merci Pierre. Bonsoir à tous. Laurent Lecoindre, donc contrôleur de sécurité à la CARSAT Normandie. Tout d'abord, avant de commencer, je souhaitais remercier le CROSS dans son ensemble, bien sûr, pour me donner cette opportunité de présenter donc la prévention des risques professionnels sur le secteur d'activité du sport. Comme l'a dit Pierre à l'instant, nous sommes ensemble pour un peu plus d'une heure afin d'aborder au cours de ce webinaire, déjà dans un premier temps, se présenter de façon macro, sur l'assurance maladie risque professionnel, mais également donc la CARSAT Normandie, les activités liées au club sportif et les principaux risques ainsi que leurs conséquences, et comment prévenir ces risques avec des pistes de solutions simples à mettre en œuvre. Et en dernier lieu, au dernier point, l'offre de prévention, l'offre de service qui a été déployée par l'assurance maladie risque professionnel est donc accessible à l'ensemble des clubs sportifs qui ont bien sûr des salariés. Alors, dans un premier temps, qui sommes-nous? La branche des risques professionnels, plus communément appelée la branche AT-MP, donc AT pour accident du travail et MP pour maladie professionnelle. Donc, nous sommes une des branches de la sécurité sociale, qui couvre, on est d'ailleurs une des branches, mais la plus petite branche de la sécurité sociale. La particularité d'être sous l'égide de la branche maladie. Et donc, nous sommes l'assureur du risque professionnel. Donc, nous couvrons aux environs, alors les chiffres sont plus tout à fait d'actualité. Donc, aujourd'hui, on couvre un petit peu plus de 19 millions de salariés pour aux alentours de 2,2 millions d'établissements. Donc, 11 000 collaborateurs travaillent au service de la santé et de la sécurité au travail, avec trois missions principales. La mission de prévention, qui est de prévenir les accidents du travail et les maladies professionnelles, et les missions de tarification, qui est de calculer, de notifier le taux de cotisation d'accident du travail aux entreprises. Donc, ces deux missions sont sous l'égide de la CARSAT, et donc une mission de réparation qui n'est plus ni moins d'indemniser les victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles. Donc, le réseau, comment nous sommes organisés sur le terrain. Le réseau, il est constitué pour la région d'Île-de-France, de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France, et pour les autres régions, des services prévention, des CARSAT, donc des caisses d'assurance retraite et de santé au travail. Et pour nos amis des départements d'outre-mer, nous retrouvons les caisses générales de sécurité sociale, donc les CGSS. Nous nous appuyons sur les travaux aussi les ressources, les études de l'Institut national de recherche et de sécurité, donc de l'INRS, qui est un peu, je dirais, notre Bible à tout préventeur, et aussi sur les travaux d'Eurogip, au niveau européen, dont la mission est d'agir sur l'assurance et notamment la prévention des accidents du travail, mais aussi d'intervenir sur les normalisations et les certifications. Donc, comme je le disais, trois missions. Ces trois missions sont intriquées, ce qui nous permet de porter un projet global sur la gestion des risques liés au travail. Donc, la CARSAT, dont je fais partie, Caisse d'assurance retraite et de santé au travail. Donc, nous avons deux domaines d'intervention, la retraite et la santé. Donc, la CARSAT, nous sommes une entreprise de 1100 salariés. Nous avons une compétence régionale, donc nous intervenons sur les 5 départements de la région normande, et donc nous avons une mission de service public.
Donc, nous intervenons sur la retraite. Alors, moi, je n'ai pas les compétences pour aborder ce sujet. D'ailleurs, ce n'est pas le sujet ce soir. Donc, ça occupe, entre guillemets, 700 à 800 salariés quand même sur les 1100 salariés. C'est vraiment le gros de notre mission au niveau de la CARSAT. Et donc un autre domaine qui est la santé. Donc, 3 missions principales: assurer et garantir les retraites, aider les publics fragilisés par la maladie et accompagner les seniors, et aider les entreprises à préserver la santé et la sécurité de ses salariés. Donc, nous sommes là ce soir sur cette thématique. Donc, la CARSAT, nous avons le département des risques professionnels, donc les ressources de ce département dont je fais partie. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, 2 missions sont sous l'égide de la CARSAT. Donc, la tarification, donc, qui est le calcul et la notification du taux de cotisation d'accident du travail et de maladie professionnelle, donc qui occupe 30 personnes, et le service prévention, donc qui occupe 80 personnes, où là, vous allez retrouver donc des ingénieurs conseils, des contrôleurs de sécurité comme moi qui sont sur le terrain, et des assistantes qui gèrent donc les dossiers entreprises des entreprises, des portefeuilles des contrôleurs de sécurité. Donc, nos missions au sein de cette direction: développer la prévention des risques professionnels, calculer les taux de cotisation accident du travail, maladie professionnelle, contribuer à la réparation des accidents maladie professionnels et consolider les statistiques AT-MP régionales. Nous avons également des fonctions support, donc en appui aux ingénieurs conseils et contrôleurs de sécurité. Donc, la particularité de la Normandie, au regard de la typologie des entreprises de l'industrie, donc nous avons un laboratoire interrégional de chimie. Alors, pourquoi interrégional de chimie? Pourquoi interrégional? Surtout car il est amené à intervenir sur d'autres régions, notamment la région Centre-Val de Loire et aussi sur la Réunion. Nous avons, et en contrepartie, la CARSAT Centre-Val de Loire, qui dispose d'un centre de mesure physique, interviennent sur la région normande. Nous avons un pôle d'incitation financière. Donc, ce pôle gère toutes les demandes d'aide financière des entreprises, puisque nous proposons des aides financières aux entreprises pour les accompagner dans leurs projets de prévention. Un pôle documentation, information, formation, donc où là, des ressources documentaires sont à disposition pour les entreprises et organismes de formation de manière gratuite, et de la formation, puisque les contrôleurs de sécurité comme les ingénieurs conseils sont amenés à animer des sessions de formation. Donc, ça peut aller de compétences de base en prévention sur des thématiques bien particulières, comme l'approche ergonomique des situations de travail, les démarches de prévention primaire sur les risques psychosociaux, voire le document unique ou les plans de prévention. Donc, je ne vais pas vous citer toutes les formations. Et nous avons aussi donc un pôle conseil accident du travail, maladie professionnelle, qui lui intervient dans la reconnaissance de maladies professionnelles, donc en appui d'une commission de la commission régionale de la reconnaissance des maladies professionnelles. Donc, le rôle de l'agent CARSAT, donc en l'occurrence le mien, donc c'est de détecter, évaluer et de prévenir les risques dans une entreprise. Donc, nous avons diverses formes d'intervention. Donc, on intervient dans l'analyse des risques. Alors, bien souvent, on intervient dans cette analyse soit à la demande d'un chef d'entreprise qui souhaite qu'on le conseille sur un risque bien particulier, ou à la demande des instances représentatives du personnel, voire même à la demande d'un service de santé au travail. On intervient aussi suite à une enquête, suite à un accident du travail, une maladie professionnelle, puisque nous sommes comme l'inspection du travail. Alors, l'inspection du travail est là pour veiller à la législation, veiller à la réglementation, notamment par rapport au code du travail. Nous avons aussi, comme les inspecteurs, un droit d'entrée dans les entreprises, et donc nous intervenons suite à un AT pour enquêter. Alors, non pas pour rechercher des coupables, hein, ce n'est pas notre objectif. Notre objectif est plutôt d'identifier des causes et de mettre en place des mesures de prévention avec l'entreprise afin que l'accident ne se reproduise plus. On intervient, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur le domaine de la formation, de la sensibilisation, sur l'examen de projet. Lorsqu'une entreprise a un projet de prévention et qu'il souhaite qu'on l'accompagne, on peut intervenir dès la conception de ce projet jusqu'à la fin, avec un appui financier si besoin.
Et nous intervenons donc dans le contrôle des mesures de prévention. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, suite à un accident ou suite à une analyse de risque, on peut être susceptible de demander au chef d'entreprise de mettre en œuvre toute mesure de prévention justifiée. Donc, nous allons donc faire des contrôles pour vérifier si ces mesures ont été mises en œuvre. Et ensuite, on intervient donc sur la documentation. Alors aujourd'hui, ce que nous allons voir donc aujourd'hui, donc dans un premier temps, donc la santé, tout ce qui est relatif à la santé et sécurité vis-à-vis des clubs sportifs. Donc comment prévenir les risques professionnels sur le secteur d'activité du sport et les solutions, je dirais faciles, simples à mettre en œuvre. Donc en 2018, le programme, l'assurance maladie risque professionnel a lancé un programme national, donc innovant et surtout ambitieux pour aider et faciliter la tâche des très petites entreprises sur votre secteur pour passer à une démarche de prévention. Donc, en effet, la décision a été prise de proposer à plus de 40 secteurs d'activité, de métiers, une offre spécifique de prévention en fonction de la typologie des entreprises des différents secteurs. Donc aujourd'hui, enfin en 2022, et notamment en ce qui concerne le secteur du sport, l'offre de prévention à destination des clubs sportifs a été déployée, donc est déployée depuis octobre maintenant, de octobre 2021. Donc depuis un an, cette offre est à disposition des entreprises. Donc j'y viendrai plus en fin de présentation lorsque je vous présenterai les différents outils relatifs à cette offre. Donc, l'offre de prévention dédiée aux très petites entreprises du secteur du sport. Donc, nous avons construit cette offre en nous appuyant sur 3 éléments clés. Le premier élément est une approche métier, donc une approche terrain, c'est-à-dire l'observation de situations de travail réelles, quelle que soit l'activité du club. Donc ça a été mon boulot lorsqu'on a lancé ce projet en 2018. Ensuite, nous avons co-construit pendant cette offre avec les organisations professionnelles. Donc, je vais y revenir sur les organisations qui ont participé. Donc, cette co-construction, c'est un retour d'expérience, des échanges avec ces organisations pour justement ensuite mettre des outils en ligne simples d'utilisation et gratuits pour les entreprises de votre secteur, avec in fine un double objectif, donner envie aux très petites entreprises d'agir en prévention, facilitant le passage à l'action, mais aussi de contribuer à rendre autonome l'entreprise dans sa démarche de prévention. Alors, en ce qui concerne les organisations professionnelles, alors déjà, dans un premier temps, j'ai travaillé, puisque c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais je suis la personne qui a piloté ce projet au niveau national. Donc, j'ai travaillé avec le ministère chargé des sports, mais aussi avec la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation, et notamment la commission santé, sécurité et hygiène, donc, où on va retrouver dans cette commission donc, le Cosmos, Exopé, donc ex-CNEA, la Fédération nationale aussi des associations et des syndicats sportifs, et côté salarié, on va retrouver donc les syndicats tels que la CGT et la CFDT. Donc, nous avons travaillé ensemble. Alors, rentrons dans le vif du sujet en ce qui concerne votre secteur d'activité. Alors, l'activité du sport ne se caractérise pas seulement sur l'exploitation d'un club sportif. Donc, vous avez plusieurs codes NAF qui interviennent autour de l'activité du sport. Alors, code NAF, je rappelle, c'est la nomenclature d'appellation française, c'est ni plus ni moins le code APE, donc c'est l'activité principale de l'établissement. Donc, vous avez 5 codes NAF qui interviennent sur le secteur du sport. Donc, vous avez le premier, le 8551Z, donc, qui est l'activité d'enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs. Donc, nous allons retrouver sous ce code NAF donc, tout ce qui est relatif, bien sûr, à la formation, les camps d'entraînement, l'enseignement, les cours de gymnastique et de yoga, mais aussi les professionnels et les professeurs indépendants. Le 9311Z,
donc l'exploitation, l'organisation et la gestion d'activités en salle ou en plein air, donc à destination soit des sportifs professionnels ou soit des sportifs amateurs. Donc, ce sont des organisations qui ont leur propre installation sportive. Le 93-12Z, donc l'exploitation de club, où là, forcément, enfin, on va retrouver donc la majorité des entreprises, mais aussi la majorité, bien sûr, des salariés sous ce code NAF. Le 93Z, donc les centres de culture physique, et le 93-19Z, donc les autres activités liées au sport. Donc, sous ce code NAF, nous allons retrouver donc les activités des sportifs professionnels, des juges, des arbitres, des promoteurs et des producteurs d'événements sportifs, mais également les guides d'eau montagne, les chenils, les écuries, etc. Donc, je ne vais pas dire que c'est un petit peu le fourre-tout, mais pas loin. Donc, ce qui est important, et d'où la difficulté aussi lorsqu'on a construit ces outils, c'est que sur votre secteur, nous avons une pluralité de disciplines sportives et de lieux d'exercice. Un secteur aussi riche et diversifié pour l'encadrement des activités physiques et sportives, puisque de mémoire, le ministère propose aux alentours de 340 diplômes. En 2018, le ministère a délivré 13 000 diplômes. La commission paritaire nationale a délivré 6 000 CQP, donc certificats de qualification professionnelle. Donc, vous êtes vraiment un secteur où on a une multitude de diplômes, plus une filière universitaire, donc la filière STAPS. Et surtout, plusieurs métiers sur les fonctions de support. Donc, vous avez, il y a énormément de métiers qui gravitent autour du sport, tels que l'encadrement, le management, mais aussi les fonctions administratives, les fonctions logistiques, de santé, etc. D'autres disciplines interviennent en amont et en aval du sport, mais que nous n'avons pas ciblées pour cette étude, puisqu'elles on les a ciblées sur d'autres secteurs d'activité. Donc, vous avez le commerce, enfin, pas le commerce, la fabrication, pardon, de bateaux de plaisance, vous avez la fabrication d'articles de sport, le commerce de détail d'articles de sport, la location et bail d'articles de sport. Donc, ces trois activités donc, ont été reprises sur d'autres, comme je le disais tout à l'heure, qui regroupent quand même aux environs de 70 000 salariés. D'autres activités, comme les activités des collectivités territoriales, on va retrouver, donc il y a à peu près aux environs de 56 000 salariés, donc en lien avec le sport. Donc ça va des directions sportives en passant par des animateurs et par les personnes en charge de la gestion d'installations sportives. Il ne faut pas oublier non plus les plus de 50 000 indépendants qui interviennent sur votre secteur, sans compter les 45 000 professeurs de l'éducation nationale et aussi donc, les animateurs et les CTS donc, qui dépendent du ministère. En clair, aujourd'hui, sous les 5 codes NAF que je vous ai présentés, si je prends celui du 93-12Z, on va retrouver donc 98% des entreprises sont des très petites entreprises. Lorsqu'on appelle très petite entreprise, c'est de 1 à 19 salariés, sachant que sous ce code NAF, on a une moyenne de 2 salariés environ. Et pour les autres codes NAF, c'est à peu près la même chose. Entre 90 et 95% des entreprises sont des très petites entreprises. Quelques chiffres qui illustrent donc le nombre d'entreprises de salariés, mais qui illustrent aussi la sinistralité. Donc, ce sont des chiffres de 2019, donc tout effectif confondu. Donc, on retrouve donc les 5 codes NAF au niveau des différentes colonnes. Nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt la dernière, où vous avez donc un peu plus de 45 000 établissements sous les 5 codes NAF que je vous ai cités, qui regroupe donc un peu plus de 110 000 salariés pour un nombre d'accidents de presque 9 000 accidents du travail, 5 décès et 31 maladies professionnelles déclarées et reconnues. Ce sont les statistiques nationales. Au niveau régional, donc là, on a des chiffres un petit peu plus frais, donc qui datent de 2020. Donc, j'ai repris les mêmes codes NAF et donc nous avons 2400 établissements pour 5 000 salariés et un nombre d'accidents du travail aux alentours de 247 et surtout pour un nombre de journées perdues donc de 15 157. Quand on entend journées perdues, ce sont les arrêts de travail. Ce sont les journées d'arrêt de travail. Alors,
quels sont les principaux risques sur votre secteur? À votre avis, donc là, je vais vous citer. Donc, non, je ne vais plus vous solliciter puisque je viens de donner la réponse d'ailleurs. Donc, voici une liste exhaustive, hein, donc des principaux risques. Donc, on va retrouver les chutes de plein pied, les chutes de hauteur, les troubles musculo-squelettiques et les manutentions manuelles et les agressions externes. Donc, on va les balayer un par un. Alors, le risque de chute de plein pied n'est pas anodin. Donc, il est souvent imputé à une forme de maladresse et trop souvent perçu comme inévitable et de caractère bénin. Contrairement à ces idées reçues, les chutes de plein pied sont quand même une des principales causes des accidents du travail sur le secteur d'activité et peuvent avoir des conséquences graves, voire mortelles. Donc, on entend par chute de plein pied, donc les glissades, les trébuchements, les faux pas, les pertes d'équilibre sur une surface plane. Les chutes aussi survenues sur des surfaces de niveau réduit, telles que le trottoir, la première marche d'un escalier ou sur un plan légèrement incliné, sont également considérées comme des chutes de plein pied. Les chutes de hauteur. Donc, les risques aux chutes de hauteur représentent donc 9% des accidents du travail sur votre secteur. Alors, forcément, il est préférable de privilégier le travail au sol, hein, le travail de plein pied. Toutefois, certaines interventions nécessitent de travailler en hauteur. Encore faut-il que celle-ci soit organisée, mais surtout sécurisée. Les troubles musculo-squelettiques et les manutentions manuelles. Donc, dans le cadre de certaines activités sportives, il est nécessaire de transporter du matériel lourd, donc que ce soit sac de matériel, caisse de matériel, agrès, poteaux, etc. Donc, 30% des accidents du travail sont liés à des troubles musculo-squelettiques et manutention manuelle. Donc, c'est lié, bien sûr, aux efforts exercés, aux postures contraignantes. Et bien souvent, nous avons des AT soit de lombalgie ou des AT sur les membres supérieurs. Donc, ça part de l'épaule jusqu'au poignet. Les agressions externes ou les horaires atypiques. Agression externe égale violence externe. Donc, les violences externes sont caractérisées par des tensions qui peuvent survenir, soit avec les adhérents, soit avec le public, soit avec les fournisseurs, ou soit avec l'entourage familial. Donc, ces violences, qu'elles soient verbales ou physiques, font partie des risques psychosociaux et ils doivent être prévenus et évalués au même titre que les autres risques. Les horaires atypiques, qu'est-ce qu'on entend par horaires atypiques? Donc, ce sont les horaires décalés. Donc, c'est tôt le matin, tard le soir, travail le week-end. Donc, ce sont des horaires qui sont bien en décalage par rapport à une journée de travail classique. Donc, ces différents risques impactent bien sûr la santé des salariés et représentent 5% des accidents du travail sur votre secteur en fonction de c'est variable aussi selon les activités. Donc, notamment les agressions externes, on les retrouve aussi beaucoup plus sur les sports collectifs, par exemple. Alors, pour quelles conséquences? Donc, l'impact pour les salariés, mais pour la profession, pour l'entreprise, pour la profession dans son ensemble, se résume par 3 chiffres clés. Si je reprends les chiffres nationaux que je vous ai présentés tout à l'heure, donc on est aux alentours de 9 000 accidents du travail, donc accidents du travail, maladies professionnelles confondues. Donc, par rapport à ces 9 000 accidents du travail, maladies professionnelles, cela représente plus de 400 000 journées perdues par an, rien que pour le secteur d'activité du sport. Avec en moyenne 49 jours d'arrêt pour un accident du travail et 209 jours d'arrêt pour une maladie professionnelle. Alors, le nombre important de jours d'arrêt pour la maladie professionnelle s'explique au regard de la gravité, de ces maladies qui entraînent bien souvent des arrêts de travail beaucoup plus longs. En clair, ces chiffres nous permettent de prendre conscience de la nécessaire mobilisation de l'ensemble des entreprises du secteur pour agir durablement sur le volet de la prévention des risques professionnels. Bien entendu,
certaines entreprises, hein, certains clubs ne nous ont pas non plus attendus pour agir de manière active sur le sujet. Donc l'objectif, l'enjeu de l'offre de prévention TPE que je vais vous présenter en fin de diaporama, donc l'offre qui est déployée par l'assurance maladie et risque professionnel, consiste à entraîner le plus grand nombre possible d'entreprises et de promouvoir la démarche prévention via la participation active des différents acteurs sur le secteur d'activité, sur le secteur du sport. Alors là, je vais vous faire travailler, hein, je vais pas zapper, je vais pas zapper la diapositive. Donc, à votre avis, quelles sont les conséquences des maladies professionnelles et des accidents du travail pour l'entreprise? Donc, vous avez la possibilité de répondre à cette question via le chat. Donc, Pierre va collecter les réponses et on va échanger sur ces réponses. Je vous laisse 1 à 2 minutes pour plus, hein, de réflexion. Alors, quand je parle, quelles sont les conséquences? On a déjà vu des conséquences auparavant. Là, on est vraiment sur d'autres conséquences. Y a-t-il des réponses, Pierre? Non? Tout à fait. Donc, remplacement du salarié, le manque de personnel, les animateurs qui font tous les cours avec leurs adhérents, absentéisme parfois prolongé et le coût des remplacements. Voilà. Je vous remercie. J'avais déjà affiché donc la liste qui apparaît. Hein, la liste n'est pas exhaustive. Hein. Donc en effet, hein, vos réponses sont cohérentes. Hein. Donc nous pouvons avoir donc une désorganisation du travail, du retard dans le travail, le remplacement du salarié absent, la dégradation de la qualité de vie au travail, mais aussi la dégradation de l'image de marque du club, etc., etc. Donc ces caractéristiques, hein, c'est ce que l'on appelle dans notre jargon le coût indirect. Donc, nous avons vu sur les diapositives précédentes le coût direct des accidents du travail et des maladies professionnelles. Et ces différents items, donc c'est ce qu'on appelle le coût indirect. Pour information, le coût indirect, il est 3 à 5 fois plus élevé que le coût direct pour une entreprise. Donc, en conclusion, pour chaque entreprise, mais aussi pour l'ensemble du secteur sportif, un fort enjeu humain et financier est particulièrement prégnant, auquel il ne faut pas oublier l'enjeu juridique, notamment en cas d'accident grave ou mortel, où la responsabilité pénale comme civile peut être engagée pour le chef d'entreprise. Alors, comment prévenir ces risques? Vous avez 2 étapes primordiales pour prévenir les risques professionnels au sein de votre entreprise. Alors, je parle d'entreprise. Hein, pour moi, l'entreprise, c'est le club, hein, quelle que soit l'activité, hein, qu'on soit bien d'accord. Hein. Donc, la première étape est l'identification des risques et d'évaluer ces risques. Donc, cette identification et cette évaluation se fera par une observation de la situation de travail réelle. Une fois que vous avez identifié et évalué vos risques, vous allez donc agir. Agir, c'est le déploiement d'un plan d'action par rapport à l'évaluation que vous avez mis en œuvre et surtout de s'assurer de la mise en œuvre de celui-ci. Alors, identifier et évaluer. Je vous sollicite à nouveau. À votre avis, quelles sont les tâches qui participent à l'apparition des accidents du travail et des maladies professionnelles? Je vous laisse 1 à 2 minutes de réponse. Alors, Soumia nous dit l'environnement adapté. Sadia, la répétition des gestes. Ah, pardon.
le port de charges lourdes, les relations interprofessionnelles. Serge Christophe qui nous dit la manutention. Allez, il vous reste une petite minute. Florence qui nous dit les déplacements. La manipulation et paradangime, par exemple. En effet, hein, vos réponses sont cohérentes, hein. Voici une liste, hein, encore une fois, comme tout à l'heure, hein, cette liste n'est pas exhaustive, mais vous m'avez cité un certain nombre de tâches que l'on va retrouver aussi sur cette diapositive. Donc, effectuer, on a parlé de déplacement tout à l'heure, hein, on a eu une réponse donc, sur le déplacement, donc au sein du bureau, au sein des espaces sportifs. Je rappelle que 44% des accidents du travail sont liés à des chutes de plein pied sur le secteur d'activité et du sport. Le déplacement des charges lourdes, hein, donc là, on parle même de manutention manuelle, de posture contraignante, avec des moyens, bien sûr, inadaptés. La gestion aussi du stockage des matériels, hein, donc quand on parle de gestion, c'est bien sûr le rangement du stockage et la réponse à une surcharge de travail. Encore une fois, hein, vous avez plein d'autres de réponses. D'ailleurs, vous nous avez cité quelques-unes en plus. Alors, comment identifier et évaluer vos risques? Donc, pour identifier et évaluer vos risques, il va falloir s'appuyer sur une méthode. La méthode, je pense que vous l'avez compris, ça fait 2-3 fois que je le rappelle, c'est l'observation de la situation de travail réelle. Toutefois, elle ne sera pas suffisante. Cette observation de la situation de travail réelle doit se faire en concertation avec les salariés. Moi, je pars toujours du principe, en tant que préventeur, c'est le salarié qui est l'expert de son métier. Donc, c'est lui qui est le plus à même de m'expliquer là où ça peut faire mal, quels sont les risques, quelles sont les situations dangereuses sur lesquelles il peut se trouver et quelles pistes de solutions il peut amener. Parce que bien souvent, les pistes de solutions viennent des salariés. Et ensuite, cette évaluation doit se faire donc doit être périodique, à savoir donc elle doit être revue à minima une fois par an ou lorsque vous mettez en place une nouvelle organisation du travail, par exemple, ou lorsque vous allez acquérir un nouvel équipement de travail qui va avoir un impact sur les conditions de travail et du coup, une nécessité de revoir votre évaluation des risques. Mais cette évaluation des risques aussi peut être revue lorsqu'il y a un presque accident, ou un accident. Donc la méthode, elle doit reposer sur 4 grandes questions. La première, c'est où sont les dangers? C'est-à-dire, lorsque je vais observer ma situation de travail, je vais me poser la première question, c'est où sont les dangers? Donc, qu'est-ce qui peut faire mal? Qu'est-ce qui a déjà fait mal? Et qu'est-ce que je vais présenter donc à un nouvel arrivant, par exemple? Je vais lui dire de faire attention à quoi? Donc, ce sont ces questions, cette première question donc, qui va regrouper, on va identifier le danger. Une fois qu'on a identifié le danger, on va identifier donc les risques. Quels sont les risques? Je rappelle, les risques, c'est une personne exposée à un danger. Donc, c'est une situation dangereuse. Donc, quels sont les risques? Ça veut dire qu'on va se poser la question quand la personne est exposée au danger, comment elle est exposée au danger, à quelle fréquence elle est exposée au danger. Une fois qu'on a identifié donc, ces situations dangereuses, comment se protège-t-on? Est-ce que nous avons déjà mis en place des mesures de prévention ou des mesures de protection? Et est-ce que celles-ci sont suffisantes? Et si elles ne sont pas suffisantes, je vais donc du coup réévaluer mes risques pour arriver in fine à que mon salarié ou mes salariés plutôt soient protégés, soit par des mesures de prévention, hein, qui est vraiment le top entre guillemets, ou soit par des mesures de protection collective et individuelle si
Mais je rappelle que l'équipement de protection individuelle doit être en complément de la protection collective. Et une fois que vous avez identifié, évalué vos risques, donc vous allez retranscrire cette évaluation sur votre document unique. Donc, le document unique d'évaluation des risques professionnels, il présente les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des salariés de votre entreprise. Il comprend un inventaire des risques identifiés et il représente surtout un premier pas dans une démarche de prévention des risques professionnels. Rappel, le document unique est une obligation légale de l'employeur et il a d'ailleurs été renforcé avec la loi sur la réforme de la santé au travail qui date d'août 2021 et notamment le décret de mars 2022 où il y a un renforcement du document unique. Donc le document unique, quelle que soit l'activité de l'entreprise, donc là nous sommes sur le secteur du sport et à partir du moment où nous avons un salarié. Toutefois, le document unique, si c'est juste pour répondre à une obligation réglementaire, moi, je n'y vois pas d'intérêt. L'objectif du document unique, il faut qu'il devienne, déjà, c'est un document itératif, hein, donc il n'est pas figé. Il faut qu'il devienne un outil de pilotage pour la prévention des risques professionnels au sein d'établissements. Alors, agir pour prévenir les risques professionnels. Alors, vous pouvez agir sur à différents niveaux. Donc, vous allez pouvoir agir lorsque vous allez identifier et évaluer. On va se poser des questions donc, sur les locaux. Alors, on va réfléchir sur l'assainissement de l'air, sur le bruit, sur l'éclairage, sur les matériels. En essayant d'intégrer la prévention des risques dès le départ, dès la conception du matériel, donc dès l'achat, à savoir est-ce que mon matériel sur lequel je veux investir, est-ce qu'il est léger, est-ce qu'il fait du bruit? L'organisation du travail aussi, on a parlé tout à l'heure des horaires atypiques, notamment sur votre secteur. Donc, si je veux limiter les risques psychosociaux, et notamment la surcharge de travail, je vais sans doute revoir mon organisation du travail. L'aspect formation, est-ce que j'ai aussi dans mon entreprise un besoin de faire monter, entre guillemets, en compétence un salarié? Et quand on parle d'animation, ce sont les échanges réguliers entre le chef d'entreprise et les salariés sur ne pas hésiter, dès qu'il y a un constat de risque effectué par un salarié ou voire par le chef d'entreprise, d'échanger et ne pas attendre que l'accident ne se produise. Alors, si nous reprenons les principaux risques sur votre secteur, là, je vais vous présenter quelques pistes de solutions simples, à mettre en œuvre sur chaque risque, sachant que la liste que je vais vous présenter sur chaque risque, encore une fois, n'est pas exhaustive. Donc, sur les solutions adaptées pour supprimer les causes de chute, quelques pistes. Donc, on peut supprimer les dénivelés ou à défaut les signaler, entretenir les sols et réparer les zones dégradées, éclairer les espaces de circulation de piétons, ranger le matériel afin de ne rien stocker dans les allées de circulation ou les escaliers, sécuriser les escaliers par la pose de mains courantes, mais de bandes agrippantes en marche pour éviter les chutes, et baliser donc les zones à risque. Pour les risques, d'autres solutions. Donc, la mise en place d'une tournée d'inspection pour vérifier le bon état des locaux et de leur entretien. Et surtout pour ceux qui ne gèrent pas leur installation sportive, maintenir un contact régulier avec les services techniques des collectivités ou entreprises extérieures pour faire remonter les problèmes constatés. Pour éviter les chutes de hauteur, donc, privilégier le choix de matériel et les installations permettant de réaliser des opérations courantes ou de maintenance depuis le sol. Mettre en place des protections collectives permanentes fiables. Prévoir des équipements d'accès et de travail en hauteur conformes aux normes, stables, adaptés à l'activité et disposant de garde-corps latéraux. En l'absence de possibilité de protection contre les chutes de hauteur, faire porter des équipements de protection individuelle en ayant au préalable formé les utilisateurs à son utilisation. Faciliter les manutentions manuelles.
Donc, favoriser la remontée d'informations pour les salariés s'ils rencontrent des difficultés lors du transport de matériel. Utiliser des moyens d'aide à la manutention, chariots, diables, dessertes roulantes, ou au chargement pour le transport d'équipements. Former le personnel à l'utilisation des aides techniques à disposition et former le personnel à la prévention des risques liés à l'activité physique. Donc, c'est un dispositif de formation donc, qui est sous l'égide du réseau prévention et donc des organismes de formation sont habilités par le réseau pour former le personnel. Alors, c'est la formation gestes et posture qui est écrite dans le Code du travail, mais cette formation gestes et posture a évolué donc sur la formation PRAP, où d'un côté, on forme les salariés à porter des charges, mais encore faut-il que celles-ci soient avec la réalité de ce que le salarié peut rencontrer sur le terrain. Mais de l'autre côté, on va aussi le former à analyser des situations de travail qui posent problème. Organiser le stockage pour limiter les contraintes physiques. Donc, stocker le matériel, équipement à hauteur de taille d'homme en fonction de leur poids, de leurs conditions de stockage, mais aussi de leur fréquence d'utilisation. Désencombrer les réserves. Installer des rayonnages supplémentaires autant que de besoin. Sur l'anticipation de la charge de travail et des horaires atypiques, donc répartir la charge de travail de façon équitable, anticiper les périodes de forte activité, revoir la répartition des charges en cas d'absentéisme, s'assurer que les horaires de poste début et fin sont compatibles avec les horaires de transport en commun, permettre aux salariés d'anticiper leur planning, prévoir des marges de manœuvre pour les échanges d'horaires entre salariés, favoriser la régularité dans les plannings. Alors, quelles solutions pour les petites entreprises? Comme vous l'avez compris, l'objectif du programme Très petite entreprise sur le secteur d'activité du sport est une offre opérationnelle, donc qui consiste à faciliter le passage à l'action prévention, de donner aussi envie d'agir sur la prévention des risques professionnels, de rendre autonomes les entreprises en s'appropriant donc les outils et de diffuser vers le plus grand nombre d'entreprises. Donc, voici les éléments clés de l'offre de prévention donc, qui est en ligne depuis maintenant 1 an. Toute cette offre, je vais vous les présenter donc outil par outil sur les diapositives suivantes. Donc déjà, dans un premier temps, vous avez 2 pages web donc sur l'Institut national de recherche et de sécurité et la page amélie.fr, donc sur l'onglet entreprise, où vous allez retrouver donc tous les outils relatifs au club sportif avec les dépliants et notamment les chiffres et donc dépliants, mais aussi tout ce qui est statistique sur le secteur du sport. Donc, c'est les chiffres que je vous ai présentés tout à l'heure. Un premier outil à droite, donc, est Agir suite à un accident du travail. Une formation en e-learning sur les bases en prévention. Des fiches solutions, alors elles ne sont plus à venir, elles existent. Donc, des fiches de solutions que je vais vous présenter tout à l'heure. Le cahier de l'accueillant. Des fiches CBCM, donc c'est comment bien choisir son matériel, qui sont des dispositifs de prévention, et surtout la mesure socle, je dirais socle et phare, c'est l'outil d'évaluation des risques en ligne relatif au club sportif. Donc l'outil document unique d'évaluation des risques, le DUER. Alors, évaluer vos risques, comme vous l'avez compris, donc c'est l'étape primordiale. Donc, c'est celle qui permet à l'entreprise de s'inscrire dans une démarche de prévention. Donc, l'assurance maladie, risque professionnel et l'INRS, donc mettre à votre disposition un outil gratuit d'évaluation des risques, donc l'OIRA Club Sportif. Donc, il est accessible en ligne sur les 2 pages web que je vous ai présentées tout à l'heure, à l'instant. Vous avez possibilité aussi de faire une session de test avant d'établir votre propre document unique. Et il n'y a aucune utilisation des données personnelles. C'est-à-dire que pour y accéder, c'est un identifiant, un mot de passe. Et le réseau prévention, donc l'INRS comme nous, le CARSAT, nous n'avons aucune vue sur ce que l'entreprise fait. Alors, je vais vous présenter donc une petite vidéo qui va vous présenter de manière succincte en 2 minutes l'outil OIRA. Donc, je me retire donc de ce partage. Donc, je vous propose cette vidéo.
pouvoir utiliser OERA et télécharger un rapport ainsi qu'un plan d'action à la fin de votre évaluation, il faut d'abord s'inscrire en début de session. Ce compte, anonyme et gratuit, vous permettra également d'accéder aux éléments sauvegardés l'année suivante pour les mettre à jour. Une liste de tous les risques propres à votre secteur est disponible en page d'accueil de l'outil. Elle peut être imprimée pour évaluer les risques directement au poste de travail avec vos salariés. À travers un questionnaire simple, vous sélectionnez les mesures déjà en place dans votre entreprise dans une liste prédéterminée. Pour certains risques, il est possible que vous ne soyez pas concerné. Dans ce cas, vous pouvez passer la question. Vous pouvez aussi ajouter une autre mesure qui ne serait pas listée. Sur cette base, vous évaluez si le risque présent dans votre entreprise est maîtrisé ou non. Si vous n'avez coché que la moitié des mesures proposées, vous pouvez supposer qu'il reste nécessaire d'ajouter de nouvelles mesures à votre plan d'action. Dans ce cas, cochez « Non », des mesures sont à ajouter au plan d'action. Vous pouvez alors sélectionner de nouvelles mesures standards qui seront ajoutées au plan d'action ou ajouter des mesures supplémentaires propres à votre situation de travail. Cliquez ensuite sur « Enregistrer et continuer » pour dérouler la suite du questionnaire. À la fin du questionnaire, il vous est encore possible d'ajouter un ou des risques supplémentaires qui ne seraient pas listés dans l'outil pour leur attribuer des mesures de prévention spécifiques. Sauvegarder. Cliquez ensuite sur « Enregistrer et continuer » et téléchargez le rapport que vous pouvez utiliser comme document unique sous la forme d'un fichier Word. Il récapitule, pour chaque risque identifié, l'ensemble des mesures soit déjà mises en place, soit à mettre en œuvre dans l'entreprise. Sur la même page, vous pouvez télécharger le plan d'action sous la forme d'un fichier Excel qui indique pour chaque mesure à mettre en place son calendrier, son budget ou la personne qui en est responsable. Votre entreprise sera la seule à pouvoir accéder à ces données. Rendez-vous sur www.inrs.fr/OERA pour découvrir les secteurs d'activité couverts par OERA. Donc voilà la mesure phare, hein, comme je le disais tout à l'heure, hein, donc un outil d'évaluation des risques vraiment simple d'utilisation. Pour information, l'OIRA sur les clubs sportifs, il est composé de 25 questions. Donc vous avez des questions sur les locaux administratifs, sur la manutention et le stockage, sur les risques psychosociaux, sur l'organisation du travail, sur l'activité sportive, donc indoor et outdoor, mais aussi vous avez aussi deux questions en plus hein, lorsque vous êtes concerné sur les activités aquatiques. Un exemple de rapport, donc comme vous l'avez vu sur la vidéo. Donc dans la première colonne, vous allez retrouver donc les locaux, donc en clair l'unité de travail, donc les locaux administratifs. La question qui correspond, voilà, plusieurs, puisque sur les locaux administratifs, vous avez 4 questions hein, pour l'OIRA Club Sportif. Les questions avec l'intérêt aussi de mettre en place des mesures, hein, un petit speech. Les mesures qui sont déjà en place, donc qui ont été cochées, est-ce que le risque est maîtrisé ou non? Et ensuite, quelles sont les mesures à mettre en œuvre, donc qui serviront à rédiger votre plan d'action? Et encore plus d'outils pour vous accompagner dans la prévention des risques. Donc, en plus de l'outil IRA, comme vous l'avez vu tout à l'heure, donc nous avons aussi un outil qui est un outil qui permet à l'entreprise d'analyser, donc d'agir suite à son accident du travail, c'est-à-dire d'analyser son accident du travail. C'est aussi par là hein, qu'on entre aussi, hein, qu'on peut établir une démarche de prévention, même si on aimerait bien que l'accident n'arrive pas. Donc, c'est un outil qui est composé, donc un outil en ligne,
qui est composé d'un guide d'utilisation. Donc, ce guide d'utilisation, donc, vous pouvez l'imprimer et ce guide vous permet d'aller recueillir les faits sur le terrain afin d'identifier les causes et de mettre en place des mesures de prévention. Une fois que vous avez fait ce travail, donc, vous allez travailler sur l'organisation, sur la technique, enfin sur le matériel, sur la tâche, sur l'activité, sur l'humain. Une fois que vous avez compilé ce recueil des faits, vous allez donc enregistrer via l'outil en ligne tout ce recueil et celui-ci va vous permettre d'établir un plan d'action. Ce plan d'action, il sera bien sûr adapté à la situation de travail, enfin la situation d'accident par contre qui a été analysée, puisque chaque accident est unique. L'autre outil, donc des fiches solutions, donc elles ne sont pas à venir puisqu'elles existent. Sur le secteur du sport, il y en a quand même un certain nombre. Les fiches solutions, vous allez retrouver sur le secteur du sport la sécurisation des escaliers, le déplacement des locaux, les interventions de faible hauteur, comment limiter les manutentions manuelles, le stockage aussi de produits quand on stocke des produits. Donc, ces fiches solutions sont des mesures de prévention simples à mettre en œuvre. C'est ce qu'on pourrait nous appeler dans notre jargon des mesures socles de prévention. Les fiches CBCM, comment bien choisir son matériel? Donc, elles sont orientées elles sont par métier et orientées lors de l'achat de votre matériel. Alors, elles ne sont pas encore en ligne concernant les clubs sportifs. Donc, j'ai créé 2 fiches. Donc, alors, les fiches CBCM, c'est un dispositif de prévention donc, qui rappelle l'intérêt de ce matériel. Ce qu'il faut demander aux fournisseurs, alors ce n'est pas un cahier des charges, qu'on soit bien clair, c'est ce qu'il faut demander aux fournisseurs et surtout le point de vigilance à avoir lors de l'achat de ce matériel. Alors sur les clubs sportifs, vous aurez des fiches sur le chariot de manutention et sur la table mobile la table mobile à lever électrique. Mais d'autres fiches seront mutualisées avec d'autres secteurs d'activité. Le cahier de l'accueillant, donc qui permet de mettre en place l'accueil d'un nouvel arrivant dans l'entreprise à son poste de travail. Donc, ça permet aussi à l'entreprise de structurer l'accueil d'un nouvel arrivant. Donc, ce cahier de l'accueillant est composé de plusieurs fiches et qui sont à remplir en fonction de l'organisation et de l'activité du club. Une formation en e-learning, donc gratuite aussi, accessible sur le site de l'INRS. Donc, cette formation en e-learning, elle est composée de 4 modules et donnée pour une durée de 8 heures. Donc, les 4 modules, c'est s'initier à la prévention des risques professionnels, c'est de comprendre les liens entre le travail et la santé, comprendre aussi l'accident du travail, mais aussi participer à l'évaluation des risques professionnels. Donc, elle est vraiment bien construite. Donc, elle est construite sur un contenu interactif avec des fictions animées, des écrans d'information, des exercices auto-évaluatifs, des témoignages aussi d'entreprises. Donc, cette formation s'adresse aux dirigeants, mais aussi s'adresse aussi aux acteurs de l'entreprise, ceux qui peuvent avoir une fibre prévention des risques professionnels, mais elle s'adresse aussi aux instances représentatives du personnel lorsqu'ils sont présents dans l'établissement. On propose aussi la même chose au niveau de la CARSAT Normandie sur obtenir des compétences de base, mais notre formation n'est pas en e-learning, elle est en présentiel et elle a une durée de 2 jours. Donc, vous allez retrouver tous ces outils donc, sur les 2 pages que je vous ai citées tout à l'heure, donc amélie.fr/entreprise/santé au travail et l'INRS. Donc, la première page d'Amélie.fr, pardon. Voilà, vous allez retrouver ces clubs sportifs et organisations associatives. Ceci dit, il y a bien la distinction des 2 secteurs, puisqu'on n'est pas sur le même champ.
même si je reprends les risques psychosociaux ou certaines mesures sur les manutentions manuelles, on aura à peu près les mêmes mesures, d'ailleurs, quel que soit le secteur d'activité. Et la page de l'INRS, donc de l'Institut national de recherche et de sécurité. Donc, nous arrivons donc au terme de cette présentation, en espérant que je vous ai donné envie de découvrir ces différents outils et surtout d'agir, voire même de faire la promotion de ces outils au niveau des différents clubs sportifs. Donc, on a ce champ de questions-réponses. On avait déjà des éléments de réponse. Alors, Laurent, nous avons déjà quelques petites questions pour vous. La première, qui vous mandate pour visiter les entreprises s'il y a un arrêt de travail? Qui vous mandate? Alors, je ne suis pas mandaté. J'ai l'information via la déclaration d'accident du travail. Donc, cette déclaration d'accident du travail arrive à la caisse primaire d'assurance maladie. Et lorsque c'est un accident, alors je ne suis pas informé, moi sur mon secteur, je ne suis pas informé de tous les accidents du travail. Toutefois, lorsque ceux-ci sont vraiment significatifs, graves, voire mortels, là, je suis informé pour me déplacer. Alors, en clair, je ne vais pas pouvoir, on ne peut pas analyser l'ensemble des accidents du travail. Nous avons en Normandie un peu plus de 30 000 accidents du travail par an. Donc, ce n'est pas possible. Nous sommes, nous, sur le terrain, en nombre de contrôleurs de sécurité, nous ne sommes que 25 sur le terrain, couvrant les 5 départements de la région normande. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, pour vous donner un exemple, moi, mon champ d'intervention, il est sur Elbeuf et son agglomération, hein, pour le 76, en passant par Tourville-la-Rivière, Ouassel, jusqu'à Saint-Étienne-du-Rouvray, et une partie sur le 27, sur le plateau d'Anfreville-la-Campagne. Donc, il est clair qu'on ne peut pas analyser l'ensemble des accidents de travail. Là, pour exemple, j'ai une chute de hauteur d'un couvreur qui vient de se dérouler là, en fin de semaine dernière. Vu la gravité de l'accident, il est clair que je vais enquêter sur cet accident. Merci Laurent. Une autre question. Donc, les clubs interviennent la plupart du temps dans des équipements appartenant à des collectivités. Quelle position adopter et qui peut être responsable? Alors, la position adoptée, si vous vous souvenez, dans une des pistes de solutions que j'ai émises sur une diapositive, c'est de faire le lien, d'avoir un lien, je dirais, constant et non pas épisodique avec le service technique de la ville. Toutefois, en termes de responsabilité, ça sera le chef d'entreprise, le président ou le directeur du club qui pourrait, je dis bien, qui pourrait, c'est à lui. Si je viens pour analyser, je vous donne mon exemple, si je viens pour analyser un accident de travail qui s'est déroulé sur une installation sportive, forcément, je vais aller voir le dirigeant du club et c'est à lui que je vais demander son document unique, par exemple, ses modes opératoires si c'est un accident particulier. Et ensuite, on fera le lien. S'il n'a pas la main sur la mesure de prévention auquel il a réfléchi, mais l'installation ne lui appartient pas, et ben on fera le lien donc avec les services techniques de la ville. Un petit mot peut-être, Laurent, s'il vous plaît, sur les suivis individuels de santé au travail pour les salariés. Alors, ce n'est pas mon domaine de compétence, hein, donc c'est à la main des services de prévention de santé au travail. Ce que je peux vous dire, c'est que le salarié doit avoir suivi en amont de la prise de poste une visite médicale et l'entreprise a même, enfin, c'est pas l'entreprise, donc on a jusqu'à 3 mois pour que le salarié puisse avoir sa visite médicale. Sachant qu'aujourd'hui, au regard de la pénurie des médecins du travail en France, ça peut arriver, et je crois que ça arrive, que ce délai de 3 mois soit dépassé.
Ensuite, sur le suivi individuel, donc pour information, alors on ne parle pas de visite médicale, on parle de visite d'information de prévention, hein, la VIP, peut être faite par le médecin du travail, mais elle peut être faite aussi par un professionnel de santé comme l'infirmier ou l'infirmière de santé au travail, qui a les compétences pour faire cette visite dans un premier temps. Et ensuite, si nous ne sommes pas dans le cadre d'un suivi individuel renforcé, cette visite revient tous les 5 ans. Merci Laurent. Dans le code NAF 9312Z, connaissez-vous la proportion de ceux qui ont eu un statut associatif, s'il vous plaît? Vous me posez une colle, mais je sais que c'est quand même une grosse proportion qui ont le statut associatif. Toutefois, le statut juridique de l'établissement, qu'il soit associatif ou SA ou SARL, à partir du moment où vous avez un salarié, les obligations sont les mêmes. Quelle obligation en termes de présence de SST pour les associations? Je dirais la même obligation que les autres entreprises, quel que soit le secteur d'activité. Dans le Code du travail, on ne parle pas de sauveteur secouriste du travail, on parle d'une personne pour 20 salariés à être formée au secourisme. Donc, lorsqu'il y a des activités qui présentent des situations dangereuses ou sur un chantier occupant 20 personnes minimum. Donc, c'est 1 pour 20. Aujourd'hui, le sauvetage secouriste du travail, il est sous l'égide de la Caisse nationale d'assurance maladie. Donc, nous partions du principe, à l'époque, lorsqu'il est sorti, ce dispositif, donc il est sorti dans les années 60, pour les plus anciens. Donc, à l'époque, nous parlions donc de 1 SST pour 10 salariés ou 2 pour les entreprises inférieures à 10 salariés. Ce qui peut s'expliquer si le SST est absent, qu'il y ait au moins une personne pour porter secours à ses collègues. Je rappelle quand même que le sauvetage secours du travail, c'est vraiment la formation. Alors celle-ci, moi, je la préconise constamment dans les entreprises. C'est vraiment le contenu de cette formation. OK, vous avez un domaine de compétences où le salarié va avoir les compétences pour agir suite à un accident, donc sur une victime. Toutefois, on lui inculque aussi un autre domaine de compétences qui est relatif à la prévention des risques professionnels. On lui inculque donc d'analyser des situations de travail en réfléchissant à des pistes de solutions à mettre en œuvre. Donc là, c'est vraiment le premier niveau pour faire entrer la prévention dans un établissement. Donc en clair, c'est 1 pour 10 ou 2 pour 10 si l'entreprise, si c'est inférieur à 10. Merci beaucoup, Laurent. Pouvez-vous, s'il vous plaît, rappeler où est-ce qu'on peut éventuellement trouver une trame du DURP avec le calcul des gravités et de la maîtrise du risque? Alors, vous allez trouver en utilisant l'OIRA. Hein. Donc, l'OIRA, alors forcément, alors déjà, il n'y a pas de trame particulière. Hein. Là, l'OIRA, il vous facilite vraiment la tâche. Le fait de répondre déjà si le risque est maîtrisé ou pas, donc par oui ou par non, on ne rentre pas dans le détail de ce qu'on appelle la criticité. Hein, donc, de mettre en place un calcul savant entre la fréquence, le risque et la maîtrise de ce danger. Donc, c'est pour ça que nous avons créé justement l'OIRA, pour faciliter la tâche aux très petites entreprises. En clair, on n'est pas sur une usine à gaz, si je peux parler ainsi. Et là, du coup, ça permet vraiment de répondre. Donc, utilisez l'OIRA et vous embêtez pas avec sa criticité, puisqu'elle est faite sur la maîtrise ou pas du risque. Pour le code NAF 94-99Z, faut-il un document unique? Quelle que soit l'activité, à partir du moment où vous avez un salarié, il faut un document unique. C'est l'obligation, c'est le code du travail qui l'écrit. Donc, quel que soit le secteur d'activité, sport ou pas sport, à partir du moment où l'entreprise a un salarié, il faut établir un document unique. Dans un club omnisport,
dans un club omnisport, le document unique est à décliner par les différentes sections, oui ou non? Si vous utilisez l'OIRA, comme je le disais tout à l'heure, hein, vous avez différentes unités. Donc, vous avez les locaux administratifs, vous avez des activités sportives, qu'elles soient à l'intérieur ou à l'extérieur, voire même une partie aquatique si vous avez cette particularité. En ce qui concerne l'organisation et les risques psychosociaux, c'est pareil. Donc, je pense qu'avec l'OIRA, vous pouvez balayer un club omnisport. Après, l'avantage de l'OIRA, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, vous avez possibilité de rajouter des situations de travail, mais vous avez aussi la possibilité de rajouter des risques. Hein, donc, vous avez vraiment la main sur vos documents. Donc, si, en clair, ce n'est pas en 25 questions sur l'IRA, forcément, on n'a pas une exhaustivité de ce que l'on pourrait rencontrer dans les différents clubs. Donc, il ne faut pas hésiter à rajouter des éléments qui ne figurent pas dans l'IRA. Un accompagnement de la CARSAT Normandie est-il possible pour mettre en place des actions de sensibilisation auprès des clubs? Alors, action de sensibilisation, ça dépend pourquoi. La CARSAT peut accompagner, moi en tant que contrôleur de sécurité, je vais pouvoir vous accompagner dans une démarche de prévention, mais les actions de sensibilisation, la plupart du temps, si c'est par rapport à un risque particulier, je vous engage à prendre contact avec votre service de santé au travail. J'invite Raphaël Lecerf éventuellement à prendre la parole à ce sujet. Bonsoir Raphaël, est-ce qu'il est possible d'activer votre micro s'il vous plaît? Oui, je cherchais. Bonsoir Raphaël, bienvenue. Donc, par rapport à la question que vous avez soulevée, la réponse de Monsieur Lecoindre, est-ce qu'elle répond tout à fait à votre attente? Oui, c'était pour savoir justement dans quelle mesure on pouvait avoir quelqu'un pour nous aider à sensibiliser parce que là on parle de petites entreprises, mais le plus souvent c'est des bénévoles quand même, tous les dirigeants et les employeurs. Donc l'idée c'est de savoir comment vraiment les sensibiliser pour qu'ils prennent la mesure des obligations, des besoins pour les salariés, voilà, avoir un véritable accompagnement et quelque chose d'assez construit et précis, quoi. Merci beaucoup Raphaël. De toute façon, avec l'accord de Monsieur Lecoindre, ces coordonnées seront laissées à disposition au Cross Normandie. Voilà, si vous avez n'importe quelle remarque, des questions à ce sujet-là, nous ferons le lien avec grand plaisir. Je vous invite éventuellement à lever la main ou ouvrir vos micros si vous souhaitez interpeller, questionner Monsieur Lecoindre. Ouais, Pierre, juste, tu m'entends? Oui, on t'entend très bien. Ah, pardon. Justement, par rapport à OIRA, là, parce que j'avais rencontré déjà Jean-François Véraquin, qui est de la MSN, Entreprendre pour la santé du travail. Et c'est vrai que je l'ai vu, c'est marrant, je l'ai vu la semaine dernière. Et justement, c'est lui qu'on avait commencé à faire le document unique par papier pendant le Covid. Et c'est vrai que c'était vraiment très lourd. Donc là, c'est pour tous les clubs. Franchement, la plateforme OIRA, c'est 50 fois plus simple. Hein. Ça peut être enregistré, on peut la modifier à tout moment selon la vie de la structure. C'est vraiment bien. Donc, et moi, il m'avait dit, est-ce que je vais parler justement des clubs au niveau de Rouen Sport, tout ça. Il m'avait dit, de toute façon, pas de souci, ils peuvent me contacter. Alors, je ne sais pas, il s'appelle Jean-François Véraquin et il est technicien HSE et c'est lui qui dispense notamment sur cette plateforme-là au sein des structures. Voilà. Si je peux me permettre, Monsieur Véraquin, il est intervenant en prévention des risques professionnels au niveau de la MSN.
Donc, C'est ça. un service de service. Oui, voilà. C'est ça. Monsieur Vérinquin, dès la sortie de l'OIRA, on avait échangé ensemble, donc je lui avais donné l'info. Donc, c'est très bien. Il a le discours il promeut l'outil, c'est très bien. Ah bah non, mais franchement, c'est plus que bien parce que je vous dis, on avait bossé avec lui il y a 2 ans, mais c'était vraiment très compliqué sur le papier. Je trouve que c'était compliqué. Là, le logiciel est vraiment très bien. Il fait vraiment la promotion de OIRA, hein, franchement. Et moi, j'ai commencé et je pense que c'est vraiment très bien. Donc, c'est quelque chose peut-être que les clubs peuvent le contacter. Il vient 1 heure, 2 heures. Moi, il a passé 2 heures avec moi. Il m'a tout expliqué. C'est vraiment bien. Alors, point de vigilance quand même, les clubs doivent contacter le service de santé au travail auquel ils sont adhérents. Ah oui, oui, bien sûr, oui, Eh oui. je dis ça parce que moi, je suis sûr. Donc, vous êtes à la MSN, mais voilà, en fonction de l'adhésion. Alors, le souci, peut-être que alors normalement, les services de prévention de santé au travail ont l'information hein, des différents outils OIRA, puisqu'aujourd'hui, comme je vous le disais tout à l'heure, il y en a 40, 40 OIRA par rapport à, donc forcément à 40 secteurs d'activité ou de métier. Donc, non, normalement, ils ont l'information parce que ça leur facilite aussi la tâche. Comme je vous le disais tout à l'heure, le décret de mars 2022 a renforcé l'évaluation des risques et notamment les compétences des services de prévention santé au travail pour vous accompagner justement dans votre évaluation des risques. Donc forcément, et l'outil OIRA est cité dans le plan santé-travail. Donc c'est vraiment un outil. En tout cas, c'est un bel outil. Oui, tout à fait. Voilà. Je vous remercie. Pour la Ligue de Normandie de baseball, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Donc, moi, je suis la secrétaire de la Ligue de baseball, donc Madame Foisse. En fait, moi, je voulais juste savoir, au niveau de la Ligue de baseball, on partage également donc, les salariés et les structures avec le club de baseball de Rouen. Est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'on fasse également un document unique pour la Ligue et les salariés, ou est-ce qu'il faut également qu'on fasse en plus un document unique pour le club de Rouen et les salariés? Ça veut dire qu'il faudrait que je fasse 2 documents. Alors, si je comprends bien, vous partagez des salariés. On partage les salariés et le terrain plus les structures. Alors, oui, il vous faut un document unique quand même. Mais j'en fais pas. Il en faut un pour le club de Rouen et un pour la Ligue. Tout à fait, parce que les risques ne seront pas les mêmes pour l'AI, notamment par rapport au club, par rapport à l'activité du club. Oui, c'est pas forcément les mêmes. Voilà, c'est 2 structures différentes. Vous avez la structure de la Ligue et le club. Donc, si la Ligue a des salariés, vous faites un document unique. Le club a des salariés, vous faites un document unique, même si c'est un partage de salariés. D'accord. D'accord, puisque les activités ne sont pas tout à fait identiques. Non, c'est parce que la Ligue de Normandie, c'est plutôt une structure de sportifs de haut niveau. Administrative. Donc voilà. Du coup, voilà. Et aussi, on a 2 structures de sportifs de haut niveau et c'est pour ça qu'on a des salariés. Oui, donc du coup, oui, il faut 2 documents uniques. D'accord, merci. Y aurait-il, s'il vous plaît, d'autres remarques ou des questions pour Monsieur Lecointe de la CARSAT Normandie? Non, je suis dépitée. Comment, Corinne? Ah mais non, moi je suis dépitée. Moi, je réfléchis par rapport à mon club et je me dis que on est carrément beaucoup à côté de la plaque, quoi. C'est très très compliqué de la gestion avec les bénévoles, tout ce qu'on a comme documents administratifs obligatoires et qui ne sont pas faits forcément. Donc c'est très très difficile. Si je peux me permettre, je vais vous rassurer. Vous n'êtes pas la seule. Je m'en doutais un peu, mais bon. Seule. Pour information, moi, quand j'ai lancé cette étude, donc j'ai rencontré un peu plus d'une quinzaine de clubs, hein, quels qu'ils soient, hein, quelle que soit l'activité. Et sur la quinzaine de clubs, j'en avais 9 qui n'avaient pas de document unique. Et les autres qui avaient un document unique, il était au fond du tiroir depuis quelques années. Hein, donc, ne vous inquiétez pas. Alors là, on cible le secteur d'activité du sport, mais sur d'autres secteurs d'activité où on a aussi un besoin d'évaluer ces risques, forcément, comme tous les secteurs. Et, en clair, je crois, si mes souvenirs sont bons au niveau des chiffres, il y a à peu près sur certains secteurs d'activité la moitié des entreprises qui n'ont pas de document unique.
D'où Est-ce que oui. justement, excusez-moi, d'où justement le renforcement via le nouveau texte de loi, le décret de mars 2022. Là. On s'engage à quoi? Enfin, si on continue à ne pas remplir ces documents-là, quelle Ah, peut être la suite possible? en tant que chef d'entreprise, vous vous engagez à ne pas répondre à votre obligation de sécurité de résultat. Mhm. Donc, vous ne respectez pas le code du travail. Vous êtes en dehors des clous. OK. Donc, s'il y a un souci, le juge il va analyser tout ce qui existe au sein de l'entreprise, hein, si ça va loin. Mhm. Hein. C'est ça, hein, tant qu'il y a- Donc, du coup, le premier niveau, vraiment le premier niveau, pour entrer dans une démarche de prévention, le premier niveau, c'est l'évaluation des risques. Donc, c'est la retranscription de cette évaluation dans le document unique. Donc, vous pouvez engager votre responsabilité, bien sûr. Il y a C'est pas fait pour nous rassurer. Hein. Non, mais Déjà, les bénévoles, on les cherche partout. alors, justement, lorsque vous aurez un temps de disponible, allez voir, comme l'a dit le monsieur tout à l'heure, je ne me souviens plus de son nom, qui a eu affaire à monsieur Véraquin, par exemple, allez déjà découvrir l'outil. Vous allez voir qu'il est fait de manière vraiment simple. Et il est fait pour ça, justement, pour que vous puissiez répondre à votre obligation réglementaire et déjà mener une réflexion sur une démarche de prévention. OK. Merci Corinne. Il y a Raphaël Leclerc qui souhaite intervenir. Oui, je reviens sur le SST, parce que là, les éducateurs, nous, ils ont quasiment tous, ils ont même tous forcément le PSC1. Est-ce qu'il y a des équivalences, des formations pour compléter le PSC1 pour justement les inciter à faire cette première démarche dans la mesure où ça pourrait être la première porte d'entrée de la prévention au travail pour les éducateurs, enfin pour les salariés déjà? Alors, j'ai peur de dire des bêtises, mais il me semblait qu'il y avait une équivalence qui existait entre le PSC1 et le SST. Mais là, je vais pas être formel. Mais après, le PSC1, c'est 7 heures de formation, si mes souvenirs sont bons. Le SST, c'est 12 heures. Le PSC1, vous n'avez pas de maintien actualisation de compétences. Donc, si l'éducateur a passé son PSC1 il y a entre 5 et 10 ans, je pense que c'est bien de réactualiser ses compétences sur le domaine du secourir. Donc, moi, je vous engage vivement plutôt à faire la formation complète. Mais poser la question quand même avant sur les équivalences. Il me semblait qu'à une époque, il y avait des équivalences entre les deux programmes. Excusez-moi, mais la logique voudrait qu'on puisse refaire un recyclage de PSC1 tous les 2 ans. Oui, c'est la logique, mais ce n'est pas la réglementation. Non, ce n'est pas la réglementation, mais la logique voudrait. Je suis d'accord avec vous, là, je vous rejoins complètement. Le problème, c'est que les personnes qui ont eu le PSC1, malheureusement, ont du mal à faire un recyclage, alors qu'un recyclage, ça ne dure que 4 heures. Oui, mais les organismes de formation ne le proposent pas puisque ce n'est pas réglementaire. Donc, non, mais après, voilà, alors ça, c'est le côté sécurité civile en PSC1. Moi, je vous parle plus du sauvetage secours du travail. Mais je suis d'accord avec vous, je vous rejoins. L'inconvénient du PSC1, c'est qu'on n'a pas de maintien actualisation de compétences. Comme le sauvetage secours du travail ou le SST est obligé de suivre tous les 24 mois un maintien actualisation de compétences. Ce qu'il faudrait que je pense, c'est que la jeunesse et sport, enfin, ça veut dire maintenant la Dragesse, lorsqu'il y a un renouvellement de la carte professionnelle, exige qu'on repasse un PSC1. Là, je n'ai pas la réponse. Là. Est-ce qu'il y a des organismes particuliers pour la formation SST? Alors, les organismes, ça peut être les mêmes. Ça peut être les mêmes. Je pense je pense à ceux qui enseignent le PSC1, qui sont agréés par le ministère de l'Intérieur. Donc, vous avez la Croix-Rouge, vous avez les sapeurs-pompiers. On retrouve toujours les mêmes, la Croix-Blanche. Et ces organismes sont aussi habilités à faire du SST. Mais vous avez d'autres organismes privés qui sont habilités à faire du SST. Et pour être désigné en tant que au sein de l'entreprise comme agent de prévention, il faut avoir ce préalable d'être SST ou non, pas forcément? Non, pas du tout, non. Okay. Non. Merci.
Alors, nous avons une dernière petite question qui nous vient de Brigitte, qui nous dit: nous avons un document unique. Faut-il le refaire au regard du dernier décret de 2022? Alors, le document unique, hein, comme je le disais tout à l'heure, il doit être réactualisé et revisité à minima une fois par an. Donc, je ne sais pas de combien de temps il date pardon, votre document unique. Donc, s'il a plus d'un an, forcément, revoyez-le. Par contre, s'il a moins d'un an, non, vous avez. Si l'organisation du travail n'a pas été modifiée, si vous n'avez pas acquis de nouvel équipement de travail, etc., vous n'avez pas besoin de le revoir. D'accord. La réglementation, c'est à minima une fois par an. D'accord ? D'accord, très bien. Par contre, si vous Et, avez, comme je le disais, pardon, excusez-moi, si vous avez, comme je vous le disais tout à l'heure, un presque accident ou un accident où vous allez acquérir un nouvel équipement, là, il faudra bien sûr le revoir parce que ça risque d'avoir c'est pas ça risque, il y aura un impact sur les conditions de travail des salariés. D'accord. Et est-ce qu'il y a un enregistrement administratif de ce document unique? Alors, Ou c'est un document qu'on garde? Parce que j'avais eu des renseignements sur le Cosmos, comme quoi il y avait une dématérialisation et bon, j'avais peut-être mal compris, mais Alors, si les renseignements sont récents du Cosmos, c'est peut-être justement l'OIRA. Pour information, c'est ce que je disais d'ailleurs à Pierre en amont de la présentation, les partenaires sociaux sont revenus vers moi il y a 15 jours, 3 semaines, on va dire, et ils vont promouvoir donc l'OIRA Club Sportif. D'accord. Hein, Parce que donc, d'après dont le les Cosmos en fait partie. Oui, donc toujours sur le Cosmos, j'avais lu, mais j'ai peut-être mal compris, hein, parce que je ne suis pas une professionnelle, que pour les toutes petites entreprises dont je fais partie, cette dématérialisation était reportée ultérieurement, n'était pas encore ouverte par rapport au Cosmos. Oui, oui. Alors je vais vous expliquer pourquoi, hein, puisque la Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation avait donc missionné un cabinet hein, pour rédiger un document unique, un outil d'évaluation des risques, et ça ne s'est pas fait. Ça ne s'est pas fait et apparemment ça ne se fera pas. Donc du coup, d'où justement le fait qu'ils reviennent vers moi pour promouvoir l'OIRA. D'accord. Donc, on va directement à l'OIRA, on passe Vous pas allez par la case direct, Cosmos. non, vous allez direct. En plus, alors je ne sais pas si l'outil proposé par le Cosmos était payant ou gratuit pour ses adhérents, mais déjà Non, c'est gratuit en c'est général. gratuit, hein, donc, mais il faut être adhérent au Cosmos. Tandis qu'OIRA, il est vraiment accessible à tout le monde, tout le secteur. Ok, très bien. Très bien, merci beaucoup. Avec plaisir. Bah, écoutez, que vous soyez responsable d'un club, d'un comité ou d'une ligue, vous avez été nombreux connectés. Je vous en remercie. Je tiens également au nom du Cross Normandie à remercier chaleureusement Monsieur Laurent Lecointe de la CARSAT Normandie pour cette très belle intervention. Je vais inviter Laurent éventuellement à mettre dans le chat ses coordonnées, qu'elles soient mail ou téléphone. Et si jamais voilà, vous avez besoin de quoi que ce soit sur cette thématique, n'hésitez pas à nous sensibiliser au Cross Normandie et on tâchera de vous accompagner de la meilleure des façons. Pierre, alors, attends, excuse-moi, avant de terminer, parce que Monsieur Lecoindre, j'ai cru comprendre qu'il était à Rouen. Est-ce qu'il y a le pendant à Caen, par exemple C'est ce que j'allais. Merci. Je vais mettre mes coordonnées, mais c'est ce que j'allais vous dire. Alors, je ne chapeaute pas tous les clubs sportifs de la région normande. Comme je vous le disais tout à l'heure, dès donc les contrôleurs de sécurité, notre activité est découpée en secteurs géographiques. Je mets mes coordonnées. Si un club sportif me sollicite, je le mettrai en relation avec le contrôleur de sécurité du secteur géographique. Et la plupart du temps, le contrôleur soit me laisse la main parce que l'OIRA, c'est moi qui l'ai créé, ou il prend la main parce que c'est son secteur. Mais vous inquiétez pas, je ferai le lien avec le contrôleur de sécurité du secteur. OK. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. Je vais vous souhaiter une bonne soirée et au plaisir de se recroiser. À très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.